La liste de tout ce qu'on va dérouler. Oui, je pense qu'il faut que tu cliques. Il y en a encore. Ça va jusqu'au bout de la page. Voilà, donc ce qu'on constate à travers ce premier transparence, c'est les formes que prennent la mise en place de la politique développée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et on voit que à peu près tous les outils à la disposition des autorités publiques d'aujourd'hui sont sollicités pour mettre en œuvre cette politique. Ça va de la loi à la réglementation à la transformation de la fonction publique, en passant par, bien sûr, les agences, des autorités indépendantes, notamment l'intelligence artificielle qui nous est beaucoup mise en avant à travers les médias, les accords de libre-échange, etc. On va essayer de les passer très rapidement en revue, avec des exemples, pour que ce ne soit pas trop long et qu'on ne déborde pas trop dans le temps qui est imparti pour un bon webinaire. Mais bien entendu, ça demanderait parfois de très longs développements parce que derrière ces outils se profilent des choses techniques qui cachent une politique beaucoup plus profonde. Je peux lancer la bonne. Donc, on va commencer par l'exemple 1. C'est la loi Elan. La loi d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a été votée en octobre 2018. Donc, je lis rapidement et Jean-Claude commente. Donc, c'est une loi qui vise à avoir moins de normes au niveau d'urbanisme, la construction, l'environnement, la sécurité des bâtiments et des facilités pour transformer des bureaux en logements. Donc, c'est lever les freins pour construire plus et moins cher et créer un choc de construction. Oui, alors, cette loi donc, a été déjà votée. C'est un outil, la loi est un outil essentiel pour le gouvernement pour mettre en œuvre sa politique, bien entendu. Et il faut rapprocher le contenu de la loi Elan de la proposition numéro 11 qui était se loger à un moindre coût, et de la proposition numéro 12 qui était simplifier les dispositifs sociaux au titre de la solidarité nationale, etc. Et on voit bien que derrière la question des normes se pose la question de la qualité aussi des logements, et notamment des logements sociaux. C'est un très vieux rêve technocratique et des technocrates d'abaisser les normes de confort pour les pauvres. Je pourrais vous raconter quelques anecdotes sur 40 ans de carrière au sein du ministère de l'Équipement à ce sujet-là. Et il s'agit aussi, en abaissant les normes pour donc, le logement social, pour les pauvres, de délimiter l'espace de chacun, de segmenter l'espace social, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. De ce point de vue-là, je vous renvoie, par exemple, aux travaux du couple Pinson-Charlot et aux conséquences très directes du dispositif annoncé par ailleurs par Emmanuel Macron quand il a abaissé les APL, donc l'aide personnalisée au logement, de 50 € et qu'il a complètement désarticulé le logement social. Alors, on s'aperçoit que sur cette question de normes, il n'y a pas que dans la loi Elan, parce que dans la loi littorale, par exemple, il y a eu un certain nombre de dispositions pour minimiser le rôle des architectes des bâtiments de France dans les zones où il y a des bâtiments classés. Donc, on a aussi une dispersion, ce qu'on avait déjà signalé, une dispersion des dispositions de façon à ce que ce soit plus difficile pour s'y retrouver. La loi Elan, donc, prévoit plusieurs dispositions qui sont tout à fait inquiétantes, puisque dans la loi Elan,
en particulier, notamment, mais il y a aussi beaucoup plus que ce qu'on va vous dire, la loi crée un bail mobilité de 1 à 10 mois, non renouvelable, avec des charges facturées forfaitairement, sans contestation possible, soi-disant pour aider au logement temporaire, par exemple des étudiants, etc. Donc, dans ces conditions, c'est un nouveau bail, et on va voir que, en même temps qu'elle crée ce nouveau bail, elle crée des dispositions qui détruisent un principe essentiel du logement social, qui était le droit de rester dans le logement pendant tout le temps qu'on le souhaitait. Et en plus de ça, la loi prévoit la ponction aux organismes de logement social, donc aux organismes publics de logement social, de 1,5 milliard d'euros par an, ce qui effectivement crée des conditions extrêmement difficiles du point de vue de la trésorerie des offices HLM et les oblige à vendre le patrimoine pour construire, puisque les loyers diminuent, on leur prend de l'argent dans leurs réserves et le résultat, c'est qu'on ne peut plus construire. Et pour construire, c'est pour les obliger à vendre leur logement. Et bien entendu, les logements qui seront vendus, ça sera ceux qui sont les mieux placés, donc ça segmentera encore l'espace, etc., etc. Donc, pour les locataires, le droit de rester dans les lieux disparaît, puisqu'il y aura une révision tous les 3 ans de leur situation, de façon de tenir compte des modifications de leur situation, le départ d'un enfant, l'augmentation de leur salaire, etc., avec des parts conseillées si on est au-delà des plafonds pour avoir accès au logement social. Alors que, à l'origine, les gens pouvaient rester dans les lieux le temps qu'ils le souhaitaient, et depuis une quarantaine d'années, quand il y avait augmentation de revenus, on avait mis des surloyers. Mais maintenant, il n'y aura pas seulement les surloyers, il y aura l'invitation à quitter les lieux. Avec comme conséquence, donc, une ghettoisation et la paupérisation des locataires et des offices HLM. Voilà, ça c'est un premier exemple de comment la politique est mise en œuvre. On a un deuxième exemple avec la loi pour un État au service d'une société de confiance. Il a redit l'acronyme parce que… La loi ESSOC. Voilà, quand vous l'entendez, sachez que ça La loi ESSOC, une loi qui a été présentée comme la loi qui crée le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'elle a été présentée au grand public. Et là aussi, il faut le rapprocher, ces dispositions législatives, des propositions 1 et 2 du rapport CAP 2022, à savoir refonder l'administration autour de la confiance et de la responsabilité. Et pour ceux qui ont participé, qui ont vu la deuxième séance du webinaire, vous voyez ce que ça veut dire, et puisque dans les propositions, il y avait par exemple la disparition de la responsabilité des comptables vis-à-vis de leur caisse, et également du nouveau contrat social, c'est-à-dire de la transformation du statut de la fonction publique. Alors, cette loi généralise la politique des rescrits. Alors, qu'est-ce qu'un rescrit? Au départ, le rescrit, si vous voulez l'exemple qui permet bien de comprendre ce que c'est, le rescrit, c'est sur le plan fiscal un contrat qui est passé entre un État et une multinationale de façon à fixer à l'avance le montant de l'impôt que paiera la multinationale. C'est un système qui a été très longtemps utilisé par le Luxembourg, quand M. Jean-Claude Juncker était Premier ministre de Luxembourg, avant de devenir président de la Commission européenne, et qui permet une évasion fiscale légalisée, puisque en général, les multinationales réussissent à négocier des diminutions d'impôts extrêmement importantes. Il faut dire que la France maintenant est rentrée
sur le plan fiscal dans la politique des rescrits. Et elle a quasiment rattrapé, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, le Luxembourg dans le nombre de rescrits, ce qui fait que les multinationales savent, avec ce contrat qui peut être pluriannuel, les impôts qu'ils paieront pendant plusieurs années, et c'est toujours en deçà de la part légale qu'ils devraient payer. Et donc, on a généralisé dans la loi ESSOC la politique des rescrits, c'est-à-dire la possibilité, dans tous les domaines, urbanisme, les permis de construire, l'environnement, le patrimoine, les redevances, la fiscalité, bien entendu, l'enseignement, la culture, la possibilité de passer des contrats finalement et de faire en sorte que ce soit les grandes entreprises qui décident elles-mêmes des dispositions administratives qui leur seront obligatoires. Pour bien comprendre, au-delà du texte lui-même qui est très abscon, il faut regarder l'exposé des motifs de la loi. En clair, un récipiendaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une demande à l'administration, fait une demande et rédige en même temps qu'il fait la demande un projet de délibération concernant la demande qu'il fait. Et si l'administration ne répond pas dans les 3 mois, son projet de délibération qu'il a lui-même présenté est opposable, c'est-à-dire qu'il devient légal. On voit bien que ceux qui seront capables de rédiger la délibération les concernant, ce sont essentiellement les grands groupes multinationaux qui ont les juristes et qui ont les moyens de le faire. Ce n'est pas la personne lambda dans son coin toute seule qui pourra le faire de façon à ce que ce soit rédigé conformément au langage administratif et en s'appuyant sur un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires. Donc, en clair, c'est donner la main dans tout le domaine administratif concernant ces questions-là, urbanisme, logement, permis de construire, etc., aux grands groupes multinationaux, c'est-à-dire Bouygues, Vinci, etc. Mais on est très au-delà de la privatisation, puisque ça leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent dans ces domaines-là. Voilà 2 exemples législatifs. On aurait pu en prendre plusieurs, mais bien entendu, ça aurait demandé un temps beaucoup plus long. Mais je vous invite à regarder à peu près toutes les lois d'un peu plus près, au-delà de la présentation qui est faite médiatiquement, parce que c'est toujours présenté de façon positive. Là, c'était la loi ESSOC, le droit à l'erreur, soi-disant pour tout le monde, et en définitive, c'est de bien autre chose dont il s'agit. Donc là, on avait prévu une petite temps pause questions-réponses. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui apparaissent. Donc, je propose qu'on enchaîne. On a prévu une autre pause, donc n'hésitez pas. Écrivez plutôt sur QR là, pour questions-réponses. On fera une deuxième pause ensuite. Donc, on enchaîne avec… Alors, autre type d'outil est la généralisation des agences de toute nature. Alors, qu'est-ce qu'une agence? C'est un organisme parapublic qui est également issu d'un très long processus, puisque ce processus a en fait commencé au milieu des années 1960, avec par exemple la transformation des ports autonomes en établissements publics, avec la création des centres de responsabilité quand Michel Rocard était Premier ministre en 1991. Et là aussi, on est sur la base d'un modèle anglo-saxon et notamment anglais. Et les agences se sont considérablement développées au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. à une époque. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, on en revient parce que finalement, on s'aperçoit que les agences, de plus en plus, ont comme priorité, en fait, leur pérennisation et non pas rendre le service pour lequel elles ont été théoriquement créées. Donc, la France est en train de rentrer dans un système alors que les inventeurs de ce système sont en train d'essayer d'en sortir. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, quelles sont les raisons qui poussent un gouvernement néolibéral à mettre en place ces agences? Quels sont les avantages pour eux, finalement? C'est que ça permet de sortir de l'organisation du service public et de la fonction publique un certain nombre
d'organisation et de faciliter, entre guillemets, la gestion, d'assouplir la gestion, puisque ces organismes ne sont plus soumis à la même déontologie de la fonction publique par rapport à l'équité de traitement de tous les usagers et par rapport également à la situation des personnels dans les agences, puisque c'est essentiellement du personnel contractuel et non plus des fonctionnaires. Par contre, ça permet d'augmenter considérablement la rémunération des directeurs ou des patrons de ces agences-là, de façon à les mettre à la disposition du gouvernement, à les acheter finalement à la disposition du gouvernement. Donc, précarisation des emplois avec le contournement du statut de la fonction publique et management privé dans un organisme public. Voilà quels sont les avantages mis en avant pour lesquels, les raisons pour lesquelles on crée les agences. Alors, aujourd'hui, il existait en 2012 1244 agences en France et de nouvelles agences sont en cours de création, comme l'Agence des territoires, qui est la mise en application très concrète, justement, du rapport CAP 2022, puisque cette agence serait organisée selon un dispositif tout à fait particulier. Alors, il existe un rapport de préfiguration de cette agence, établi par un préfet, et une proposition de loi qui a été déposée par des députés de la majorité pour la créer le plus rapidement possible, avec une très forte évolution vers les formes de fonctionnement exactement comme une entreprise privée. Donc, on retrouve dans la préfiguration et dans le projet de la proposition de loi de création de cette agence, une organisation en 3 cercles. Un premier cercle où un certain nombre d'organismes de la fonction publique ou d'organismes publics sont rassemblés. Le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui aujourd'hui dépend de l'administration. L'Agence nationale de l'habitat, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui formerait donc un premier cercle avec l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Et là, vous avez toute la question des grands centres commerciaux comme Europa City derrière. L'agence des numériques, pour une partie seulement de l'agence du numérique. Mais donc, ça serait le cœur de cette nouvelle agence des territoires. Un deuxième cercle d'organismes publics également qui sont considérés comme des sous-traitants, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui joue un rôle très important dans le domaine environnemental, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Le CEREMA est un service de l'administration aujourd'hui, un service d'études de l'administration à la disposition de l'administration d'État et aussi des collectivités locales. C'est à peu près tout ce qui reste de l'ingénierie publique qui a été complètement démantelée dans les années 2000 pour être finalement privatisée pour l'essentiel. Dans ce deuxième cercle, si vous avez une partie de l'ADEME, Atout France, Agence de développement du tourisme de la France, Business France, dont on a parlé un peu la dernière fois par rapport à la diminution des crédits qui lui seraient alloués, et l'Agence française de développement, ainsi que l'ONF, donc l'Office national des forêts, et l'ISTEA, qui est un institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et la culture, qui est un laboratoire qui est lié à l'École nationale des ponts et chaussées, ainsi que les agences. Donc on voit une organisation tout à fait particulière, avec des rôles différents selon les organismes, et surtout un financement tout à fait particulier, parce que ces organismes-là sont tous financés, bien entendu, sur le budget de l'État. Donc, pour s'assurer le financement de l'agence, on prendrait entre 40 et 60% des budgets qui concernent notamment les directions départementales des territoires dans les départements, qui sont des services déconcentrés de l'État, donc des services
départementaux de l'État, et une grande partie de ce financement serait faite par le privé, c'est-à-dire des fondations d'entreprises intéressées au financement participatif. Donc, les grandes entreprises qui sont intéressées dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction des grands équipements type autoroutes, ponts, etc., ce sont les grandes entreprises du BTP, du bâtiment et des travaux publics, donc Bouygues, Vinci, etc. Donc, elles seraient complètement à la fois juge et partie, puisqu'elles financeraient l'agence elle-même qui serait chargée théoriquement de mettre en place une politique d'aménagement du territoire, bien qu'on ne puisse plus parler d'aménagement du territoire à ce niveau-là. Alors donc un financement pour partie par le privé et par les entreprises concernées par le secteur, une gestion comptable privée, et on sort complètement de la gestion de la comptabilité publique, et l'agence serait le seul interlocuteur des élus, et chaque fois elle passerait un contrat de territoire avec une collectivité, que ce soit une métropole, un département, etc. Et ça serait essentiellement son rôle, le préfet étant le seul délégué de l'agence dans le département, avec un rôle double, là aussi, un rôle d'administrateur local de l'agence et un rôle d'opérateur, c'est-à-dire regroupant les organismes que j'ai cités au départ et qui seraient plus ou moins coordonnés par le préfet au niveau local. Et là aussi, on voit bien qu'il y a un double rôle avec des conflits d'intérêts tout à fait possibles, parce qu'être à la fois administrateur et opérateur d'opérateur, ce sont deux missions qui sont complètement différentes. Voilà, le lancement donc de cette agence se ferait au départ avec un apport de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ce qu'on a dit sur les 3 sites. Le personnel de l'agence devient du personnel contractuel. Il s'agit de mettre en place une gouvernance agile. Alors le terme agile, maintenant pour la gouvernance, est utilisé à tout bout de champ. Donc une approche de client au service des transitions territoriales. C'est-à-dire que l'agence doit, par rapport à ses clients, c'est-à-dire aux collectivités locales pour l'essentiel, agir comme une entreprise au service de ses clients. Donc c'est une privatisation à la fois dans le financement et dans le fonctionnement même de l'agence qui est en cause dans cette création. Donc c'est vraiment un concentré de toutes les propositions finalement de CAP 2022 qui sont mises en œuvre. Je vous invite à regarder le rapport de préfiguration ainsi que la proposition de loi. C'est tout à fait significatif. Alors, juste, c'est pas la pause là, mais il y a une question en fait là. Dominique a posé une question, je vais lire, qui a rapport à ce qu'on a vu avant, donc à la loi Elan. Donc, là, il proposait, à propos de la loi Elan, savons-nous comment elle gomme le concept de la loi Allure qui favorise la mixité sociale? Je précise la mixité sociale au sein des habitats coopératifs. Donc, est-ce qu'on sait, sur la loi Elan, si elle enlève ou elle gomme des concepts qui avaient été vus dans la loi Allure? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut très bien empiler les dispositions légales, même quand elles sont contradictoires, et après ça sera la façon dont les choses seront mises en œuvre. Or, le budget 2019, par exemple, prévoit que l'Union sociale de l'habitat doit fournir 1,5 milliard au budget de l'État. Voilà, c'est par des dispositions de ce type-là, sans forcément remettre en cause les dispositions de la loi Allure, que l'on va casser complètement la mixité sociale. C'était la seule question, donc je propose qu'on reprenne. Ah, tu en vois d'autres? Ah, excuse-moi. Toujours Dominique. À propos de l'investissement des associations par des fondations privées. Je suis OK pour le danger, mais comment vois-tu la transition? Comment redistribuer les profits de ces multinationales, les impôts,
Comment faire fonctionner nos associations avec la diminution des subventions? Oui, mais sur cette question, on est sur un autre champ que le financement d'un outil public, d'une administration finalement, directement par le privé du secteur concerné par cette administration. Là, on entre dans le champ sur lequel le collectif des associations citoyennes a beaucoup travaillé par rapport à la marchandisation du secteur, du monde associatif, la subvention, etc. Donc, si on s'engage dans ce débat-là, malheureusement, on va énormément déborder. Ce que j'ai dit sur le financement de l'Agence des territoires, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire le financement d'un outil de l'État, d'une administration, non plus par l'impôt, mais directement par les fondations d'entreprises, ce qui change complètement la conception même de l'administration. Et après, voilà, il y a une personne qui te confirme que pour la gouvernance agile, elle est OK à 100%. Et merci donc à Jean-Claude pour le plaidoyer pour l'habitat participatif, qui est très important. Donc, ça confirme le cumul. Alors, on passe aux autorités administratives. Deuxième type d'organisation qui vont dans le sens de la mise en œuvre du CAP 2022, même si ça existait depuis maintenant beaucoup d'années, 30 ou 40 années, les autorités administratives indépendantes. Donc, ce sont des institutions de l'État chargées en son nom de réguler un secteur jugé comme essentiel. Et on en a aujourd'hui presque une trentaine. Donc, les exemples les plus connus, c'est le Conseil de la concurrence, qui est chargé de veiller à une concurrence libre et non faussée sur le territoire national. La CNIL, qui est chargée de veiller à la bonne application de la réglementation sur la constitution de fichiers, par exemple. L'ARAFER, qui est une agence qui est chargée de la régulation et de la bonne application de la concurrence dans le chemin de fer et sur les routes. C'est par exemple l'ARAFER qui contrôle les autoroutes et donc qui vient d'accepter l'augmentation des péages dans les autoroutes, etc. Et donc, ces autorités administratives dites indépendantes ont des pouvoirs de régulation dans le domaine de leurs compétences, bien entendu, et des pouvoirs de sanction également. Le Conseil de la concurrence peut, imposer des amendes, par exemple, à une entreprise qui aurait fait des choses, pris des dispositions qui auraient amené à des distorsions de concurrence sur leur secteur. Donc voilà, possibilité, pouvoir de régulation et de sanction. Et elles sont théoriquement donc indépendantes des pouvoirs publics, mais aussi du secteur contrôlé. Or, en fait, on s'aperçoit que pour contrôler un secteur, que ce soit la concurrence, que ce soit le chemin de fer, que ce soit les autoroutes, il faut connaître le fonctionnement de ce secteur-là, ce qui fait que les gens qui sont nommés dans ces autorités administratives indépendantes sont souvent des gens qui travaillent dans le secteur lui-même, sont des hauts fonctionnaires aussi, très souvent. Beaucoup de ces agences sont pilotées par des conseillers d'État ou des gens de la Cour des comptes. Et le problème quand même de l'indépendance de ces agences est posée, puisqu'on a une loi de janvier 2017 qui renforce le contrôle de ces agences, qui étaient considérées comme trop indépendantes, donc renforce le contrôle de ces agences par le Parlement et par le gouvernement. Donc, leur indépendance était déjà toute relative avant, et elle est encore bien plus relative après la loi de janvier 2017. C'est un système qui est très développé également au niveau européen, puisque dans le cadre de la libéralisation des grands services publics de réseau, poste, télécom,
électricité, chemin de fer, etc. On a mis également en place des agences de cette nature-là au niveau européen qui souvent coordonnent les agences nationales et pilotent, y compris les agences dites indépendantes au niveau national. Donc, c'est un système qui est très intégré également dans le contexte européen, de même que finalement les agences et les autorités administratives indépendantes. Voilà sur deux outils très importants et en fait très nombreux qui transforment en profondeur notre administration et qui ont un personnel important puisque il y a plusieurs centaines de milliers d'agents qui travaillent, par exemple, dans les agences, dans les 1200 et quelques agents dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre question qui pose vraiment problème sur l'organisation et la mise en œuvre de ces politiques, c'est l'osmose public-privé et les conflits d'intérêts qui en découlent. On en a déjà parlé assez longuement dans les deux premières séances de ce webinaire, mais il faut bien voir qu'on a aussi une disproportion entre les moyens qu'ont les administrations et les moyens qu'ont les lobbyistes payés par les grandes multinationales. Il y a un groupe de hauts fonctionnaires un collectif de hauts fonctionnaires qui s'est nommé les Aguessiers. Compte tenu du devoir de réserve, il y avait certaines obligations à l'anonymat. Et dans Le Monde du 1er juin 2018, il y a une longue tribune de ce collectif-là qui dit ça mérite quand même d'être lu et d'être bien regardé. Oui. Vas-y, lis-le. Donc c'est un collectif, donc un nom qui est anonymisé. Donc, l'une des principales difficultés de l'élaboration de la norme en matière économique et financière tient à l'expertise nécessaire. Or, cette expertise n'existe pas en quantité finie et peut théoriquement être acquise par tous. Force est de constater qu'elle est en France au moins détenue pour une large part par les lobbies financiers, c'est-à-dire les associations, organisations et fédérations chargées de représenter les intérêts des instituts financiers. On parle essentiellement des banques et des sociétés d'assurance, en particulier auprès des pouvoirs publics. Et alors, le suivant. Et donc voilà, les moyens humains et financiers des lobbies sont sans commune mesure, non seulement avec ceux dont disposent les représentants d'autres intérêts, comme les associations de consommateurs ou d'usagers, mais aussi avec ceux des administrations chargées d'élaborer la régulation qu'ils appliquent. Pour chaque domaine de la régulation financière, on peut estimer qu'en moyenne, un expert de l'administration française dispose de 6 ou 7 interlocuteurs différents et spécialistes au sein de l'organisation professionnelle concernée. Voilà, donc on voit bien le rapport de force qui s'instaure dans ces conditions-là. Un fonctionnaire pour 6 ou 7 personnes en face qui défilent dans son bureau. Et par expérience, penchez-vous un peu sur l'emploi du temps d'un ministre et vous verrez que l'essentiel de l'emploi du temps d'un ministre, c'est de recevoir les lobbyistes des grandes multinationales directement, indépendamment du travail que font les lobbyistes également auprès des administrations. Et ceci, c'est vrai, bien sûr, au niveau européen, parce que c'est souvent dénoncé comme un mode de fonctionnement au niveau de la Commission, mais c'est vrai dans les administrations françaises. Il ne faut pas croire que le lobby n'existe pas en France. C'est un mode de fonctionnement extrêmement ancien qui n'a fait que croître finalement. Donc, et avec des modes de fonctionnement qui sont devenus maintenant parfaitement courants. Ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui vont exercer une partie de leur carrière dans le privé. Il y a encore un certain nombre d'années, une fois qu'ils étaient partis dans le privé, sauf exception, ils restaient souvent dans le privé. Aujourd'hui, ils vont quelques années dans le privé, ils reviennent dans le public, ils revont dans le privé, etc. L'exemple caractéristique de
système-là étant à la fois le président de la République, comme on l'a dit la dernière fois, quand il est allé à l'inspection des finances en sortant de l'ENA, puis après à la Banque Rothschild, puis revenu au ministère des Finances. Bon, donc, et puis son secrétaire général à l'Élysée, Alexis Kohler, dont vous avez le parcours dans le numéro du Monde diplomatique dont j'ai fait état la dernière fois. Oui, on a mis les liens d'ailleurs sur le site. Et on a mis les liens. Et alors, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que ça, c'est le fonctionnement du monde politique d'aujourd'hui, lié complètement avec les grandes multinationales, banques et grande industrie. Mais le conflit d'intérêts aujourd'hui est permanent, y compris au sein des plus hautes instances de l'État. Il est permanent au sein du Conseil constitutionnel. Alors, ça n'apparaît pas, et c'est moins violent, mais le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui est Laurent Fabius, qui a été Premier ministre et ministre dans plusieurs gouvernements. Et aujourd'hui, par exemple, à travers les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité, il est amené à examiner la constitutionnalité de lois qu'il a fait voter quand il était ministre ou Premier ministre. Dans quelles conditions peut-il réellement, de façon objective, examiner la constitutionnalité d'une loi qu'il a lui-même fait voter? Voilà. Donc, on voit bien que c'est une vraie question qui nous est posée. Et nous avons le même phénomène au niveau du Conseil d'État, puisque, comme je l'ai dit, beaucoup de conseillers d'État sont les présidents ou les directeurs généraux des agences en question, des autorités administratives indépendantes, et font les allers-retours entre le public et le privé, sans parler de ce qu'on appelle les ménages, c'est-à-dire la possibilité pour un conseil d'État de travailler sur une question particulière pour une grande entreprise, pour un grand centre commercial, etc. Et donc, on a là le fonctionnement avec des conflits d'intérêts permanents qui est quasi consubstantiel au régime dans lequel nous vivons. Et on est dans l'entre-soi, puisque c'est finalement quelques centaines ou au mieux quelques milliers de personnes qui sont concernées par ce système un peu tournant, où on passe d'un endroit à un autre sans se poser vraiment de questions de déontologie. Alors, théoriquement, il existe bien une commission justement de déontologie dans la fonction publique pour éviter ces conflits d'intérêts, mais en fait, elle a très peu de pouvoir et c'est très rare qu'elle donne comme consigne, en tout cas qu'elle interdise à quelqu'un, un haut fonctionnaire, d'aller dans le privé quand il a choisi dans le privé. On lui dit de prendre des précautions pour éviter de traiter, quand il revient de l'administration, un dossier qu'il a eu à traiter ou sur lequel il a fait du lobbying quand il était dans le privé, mais dans les faits, on s'aperçoit que ça a très peu d'effet. Alors, nous passons à un petit temps de pause. Il y a une question, donc. Comment effectivement diminuer les agences qui pompent le personnel administratif et qui ne rendent aucun service et qui peuvent être sous influence, comme l'ANAES? Une idée? Mais moi, mon idée, c'est revenir à une organisation administrative où les gens qui sont chargés de mettre en œuvre l'intérêt général et d'administrer, faire respecter la loi, faire en sorte qu'on ait une administration égalitaire, sans prévarication, etc., c'est revenir au statut de la fonction publique, qu'il faut peut-être voir dans la façon dont ça fonctionne, mais revenir à des fonctionnaires soumis au statut et à la déontologie de la fonction publique, c'est-à-dire réintégrer un grand nombre de ces agences dans l'administration en tant que telle, puisque de toute façon, les agents existent. Il y a près de 500 000 agents dans les agences, en plus des fonctionnaires. Et donc, faire en sorte que l'on ait un développement des compétences, y compris techniques, dans l'administration,
pour chaque administration, pour son secteur concerné, et que ces agents sont réintégrés dans la fonction publique. Donc, un système inverse au processus qui est en cours à l'heure actuelle dans notre pays. Et c'est ce que commencent à envisager, par exemple, les Britanniques. Ça fait partie, ça, du programme du Parti travailliste, par exemple, au Royaume-Uni. Donc, le processus inverse est tout à fait possible. Il faut une volonté politique forte pour le faire. D'ailleurs, on l'a fait à une époque. À une époque, les permis de conduire étaient délivrés par une agence de cette nature-là en 1981. Et en 1981, on a réintégré cette agence dans l'administration. D'accord. Bon, donc, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, elle enchaîne avec une question sur l'éthique. Comment imposer une éthique de la fonction publique? Bon. Mais là, c'est pareil, la réponse, c'est le statut de la fonction publique répond à ça. C'est ça, hein, et la loi, bien sûr. Hein, et le fait de passer par des agences et par un système où les agents sont des contractuels, ils ne sont plus soumis au statut de la fonction publique, mais au Code du travail, on passe dans un autre système administratif complètement différent. Donc, pour avoir une éthique de la fonction publique, il faut réintégrer les gens dans le statut de la fonction publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats et des dispositions à prendre pour que cette éthique soit réellement une éthique fonction publique et qu'elle s'applique notamment aux fonctionnaires. Voilà. Parce que ce qui est extraordinaire dans la fonction publique, c'est que les grands corps de l'État, comme on dit, les hauts fonctionnaires, entre guillemets, échappent souvent aux obligations du statut de la fonction publique pour des raisons à la fois historiques et de position dominante par rapport aux autres fonctionnaires. Oui, parce que donc, dans le deuxième webinaire, tu nous disais quand même qu'au niveau de la fonction publique, sans parler des fonctionnaires et des dérives, en France, c'était quand même relativement, enfin, par rapport aux autres pays européens notamment, c'était quand même une fonction publique qui était quand même considérée comme… Ça dépend des pays européens, mais effectivement, la fonction publique française était considérée comme une fonction publique les plus intègres au monde, absolument. Et il y a encore 15 ou 20 ans. Depuis qu'on a généralisé les privatisations et le rôle qu'a joué l'inspection des finances dans les privatisations, souvenez-vous de Jean-Marie Messier et de quelques autres, ou de Carlos Ghosn, par exemple, c'est évident que ça a mis des doutes. Mais les solutions ne sont pas impossibles et effectivement, le statut de la fonction publique appliqué à tout le monde permet d'avoir une éthique réelle tournée vers l'intérêt général, vers le bien commun, comme c'était le cas quand on a créé le statut de la fonction publique. Donc, on a fait le tour des questions. Donc, nous allons reprendre le cours de notre troisième session. Et on enchaîne sur l'intelligence artificielle, un sujet… Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vaste débat, parce que effectivement, ça peut rendre des services, et ça rend des services, et on n'est sans doute pas au bout du processus par rapport aux services que peut rendre l'intelligence artificielle si elle est utilisée vraiment pour améliorer la situation des gens, mais elle est aussi un système qui peut être extrêmement pervers et dangereux. Parce que finalement, ce qu'on met derrière le terme intelligence artificielle est pour moi un abus de langage, parce que ce n'est pas autre chose que la manipulation de données de masse, de données en masse. Et donc, ça n'a rien ni de mystérieux, puisque ce sont des données qui existent, ni d'intelligent, puisque c'est ni plus ni moins que des flux qui permettent la trituration de ces données-là. Donc, on n'a pas peut-être trouvé mieux que l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ces termes-là. Ce sont des choses que nous pouvons maîtriser et que nous pouvons les maîtriser, à mon avis, démocratiquement, en exigeant par exemple que les algorithmes soient rendus
publics, de façon que l'on puisse les décortiquer, que l'on sache ce qu'il y a dans les algorithmes, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que aujourd'hui, ces données sont accaparées par des entreprises privées, les fameuses GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui les utilisent à leur disposition à eux, en fonction de leurs intérêts, qui les manipulent pour en tirer des bénéfices importants et qui souvent les revendent à des entreprises commerciales. Voilà. Et nous devenons dans ces conditions-là une marchandise. Et de plus en plus, nous devenons une marchandise. Derrière la gratuité, soi-disant, de Google ou de Facebook, finalement, nous payons en leur donnant gratuitement nos données de toute nature. Voilà. Et ça va parfois très très loin. Par exemple, Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir les données de la sécurité sociale, soi-disant à la recherche, alors soi-disant anonymisées, c'est-à-dire non nominatif, mais à la recherche et aux entreprises privées. Donc, sous prétexte que nous avons un des plus gros fichiers du monde et que justement, c'est le fichier qui fait l'intelligence artificielle, en définitive, et que ça serait dommage pour devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle, la France n'utilise pas ce gros fichier-là. Donc, il faut être très vigilant. Dans la petite brochure, nous prenons des exemples sur la façon dont la Chine est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler totalement la société en mettant des caméras partout, dans toutes les villes, dans toutes les rues, dans les transports en commun et tout, de façon à pouvoir contrôler les réactions de tout individu. Et ça va même très loin en Chine, puisqu'on attribue un nombre de points aux individus, à chacun, à chaque personne, et chaque fois qu'ils font quelque chose qui est considéré comme incivique, on leur enlève des points. Si vous traversez en dehors, par exemple, du passage clouté, on vous enlève des points. C'est exactement comme le permis à points, finalement, en France. Et quand on vous a enlevé un certain nombre de points, il y a des sanctions. Et les gens à qui on a enlevé des points, par exemple, ne peuvent plus mettre leurs enfants dans telle école, ne peuvent plus prendre pendant tant de temps ni le train, ni les avions, etc. Donc, ça peut aller très, très loin. Et ne croyez pas que c'est que la Chine, parce que des villes comme Nice, comme Marseille, ont engagé ce processus-là exactement dans les mêmes conditions. Et en essayant de rassembler toutes les données qui viennent, bien sûr, des caméras sur la ville, mais aussi les données des municipalités, les données des associations qui ont des relations avec les autorités publiques et qui nécessairement donnent un certain nombre de données à travers Internet à ces autorités publiques, etc. Et la ville de Marseille a prévu que ça serait une entreprise privée, liée à Engie d'ailleurs, et qui contrôlerait et qui mettrait en œuvre ce système-là sur la ville de Marseille. La ville de Nice avait imaginé ce système-là exactement comme en Chine. La CNIL a pour l'instant dit que ce n'était pas légal, mais ça n'empêche pas la ville de Nice de continuer à mettre en œuvre ces caméras et de continuer à mettre en œuvre le processus. Voilà. Et dans certains cas, comme dans le Gard, c'est le préfet lui-même qui a mis en place des dispositifs de cette nature-là. Donc, intelligence artificielle, oui, dans un certain nombre de cas, quand ça peut par exemple aider au diagnostic pour un certain nombre de maladies, pour aider à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est évident qu'avec Internet, on fait beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant, beaucoup plus rapidement, mais ça a aussi ce côté extrêmement liberticide, sans qu'on s'en rende compte et de façon douce. Donc, on est vers la possibilité d'une espèce de dictature douce dont nous n'avons pas forcément conscience. On est au-delà de 1984 de Orwell. Oui, c'est ça, j'allais le dire. On est déjà au-delà. Donc, c'est pour ça qu'une des revendications essentielles que l'on devrait mettre en avant, c'est d'une part qu'Internet soit un vrai service public gratuit pour tout le monde et que tous les algorithmes qui sont, y compris les algorithmes autoprogrammables,
soient rendus publics pour qu'on puisse les décortiquer dans le débat public et les débattre dans le débat public. Et derrière ça, vous avez, on revient derrière, sur le précédent, voilà, envahissement et possibilité de subjuguer votre cerveau, c'est-à-dire qu'on vous envoie des informations qui renforcent votre comportement, qui peuvent renforcer vos convictions et qui vous incitent à acheter telle ou telle chose et avoir tel type de consommation en fonction éventuellement de vos revenus. Rappelez-vous ce que j'ai dit par rapport à zéro cash et au contrôle total des achats que peut faire chaque citoyen si demain il n'y a plus de cash et si on passe uniquement par un système informatique, que ce soit votre téléphone portable ou que ce soit la carte bleue. Et cette question-là avait déjà été pensée dès 1967 par un certain nombre de philosophes, et notamment par Henri Lefebvre, qui avait beaucoup travaillé sur les questions de la ville. Et il y a un livre tout à fait intéressant à ce niveau-là qui s'appelle « Vers le cybernanthrope contre les technocrates ». Alors, des technocrates aiment bien ce système effectivement informatique parce que les décisions, soi-disant, sont prises de façon scientifique, entre guillemets, et sans que les passions humaines rentrent en ligne de compte, puisque les émotions sont complètement exclues de ce système-là informatique. Mais en définitive, c'est faux, puisqu'on vous accentue les travers de l'émotion, en définitive, en vous envoyant un certain nombre d'informations qui vous incitent à tel ou tel comportement ou à tel ou tel type de consommation. Donc, il y a une réflexion extrêmement importante à avoir, à mon avis, sur cette question de l'intelligence artificielle et ne pas minimiser les effets que ça peut avoir dans le sens positif, comme surtout dans le sens négatif par rapport à notre démocratie ou à notre système démocratique. Et puis, de toute façon, en plus, c'est ce que tu disais aussi la dernière fois, mais ça exclut une partie de la société. À la fois dans les questions et dans l'utilisation, ça crée un écart encore plus grand avec toutes les personnes qui ne sont pas informatisées ou qui ne sont pas rodées à faire des déclarations en ligne, remplir des documents en ligne, etc. etc. Donc, du coup, ça creuse un écart encore plus grand, dans le sens où on dématérialise, on enlève des services publics et on rend tout possible sur l'informatique, mais beaucoup de gens n'ont pas accès aussi. Pas oui, les études démontrent que de toute façon, il y a à peu près entre un cinquième et un quart de la population qui se trouvera exclue par rapport à ce système-là. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui n'est pas quand même un gauchiste et un anarchiste total, a fait d'excellents rapports sur les dangers de l'intelligence artificielle utilisée par rapport au contrôle social. Donc, le risque n'est pas un fantasme que ont quelques personnes, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, l'international, les normes comptables. Alors, on sort de la France. On sort de la France, oui et non. Parce que c'est un système global finalement, c'est un système total, voire un système totalitaire auquel on est confronté par rapport à CAP 2022 et tout le processus qui est mis en œuvre derrière. Parce que un certain nombre de normes, et de plus en plus, sont élaborées au niveau international à travers un certain nombre de dispositions ou de traités que signent les États. Et notamment, les accords de libre-échange nous jettent dans les bras des multinationales à travers deux processus essentiellement. Le processus de règlement des conflits entre les États et les multinationales, ou les États et les investisseurs, comme vous voulez, qui est présenté comme des tribunaux d'arbitrage, mais ce sont des tribunaux privés dans lesquels interviennent des avocats spécialisés au niveau international, choisis par les multinationales et par les États conjointement.
et qui arbitre, donc juge sans recours possible aujourd'hui, bien que devant les problèmes que ça a posé, notamment dans le cadre de la discussion du CETA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, et puis surtout le TAFTA, l'accord de libre-échange qui, pour l'instant, n'a pas abouti et a plutôt avorté entre les États-Unis et l'Union européenne, la Commission européenne a imaginé modifier un petit peu ces tribunaux d'arbitrage et de créer une cour permanente d'arbitrage, mais qui sera quand même constituée dans les mêmes conditions que les précédents tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire avec des avocats d'affaires internationaux et non pas des juges réels relevant des systèmes judiciaires européens ou des États membres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on a créé un débat autour du CETA et du TAFTA, il y a plusieurs traités qui ont été signés et qui continuent avec ce processus-là. L'Union européenne et le Japon viennent de signer il y a quelques semaines le JEFTA, c'est-à-dire un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, qui prévoit ce système d'arbitrage entre donc, les investisseurs, les multinationales et les États. Les multinationales pouvant demander si une loi remet en cause, soi-disant, les profits qu'ils avaient imaginé faire sur le territoire d'un État, des indemnités extrêmement fortes de plusieurs milliards d'euros à un État, que l'État paye souvent sur les impôts, bien entendu, des contribuables. Donc, premier système, les tribunaux d'arbitrage qui posent de vrais problèmes et qui mettent en avant des normes qui sont des normes au bénéfice uniquement des investisseurs pour l'essentiel. Même si effectivement, il y a des cas où ce sont les États qui gagnent l'arbitrage. Et deuxième élément qui est peut-être encore plus vicieux, qui est la coopération administrative. La coopération administrative, c'est un système où on met en place une commission mixte entre les deux parties signataires de l'accord de libre-échange. Donc, par exemple, pour le JEFTA, l'Union européenne et le Japon. Et c'est un organisme qui, en général, est composé souvent de fonctionnaires, bien entendu, des deux parties, mais aussi auxquels ont accès les lobbyistes, notamment les grands lobbyistes des multinationales, et qui est chargé d'examiner toutes les lois qui sont en préparation dans chacune des deux parties. Et si une loi est contraire à l'accord de libre-échange, et notamment aux intérêts des multinationales, cette coopération administrative pousse l'État qui voulait mettre en place cette loi-là à la modifier et à la rendre conforme au traité qui a été signé. Donc, c'est un contrôle finalement législatif avant même que les gouvernements élaborent des lois. Et vous voyez bien toute la chaîne que l'on peut avoir entre cette coopération administrative et un certain nombre de lois qui sont votées. Nous avons parlé de la loi ISOC, par exemple, avec les rescrits pour les grandes multinationales. Bon, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Donc, on a une vraie question qui nous est posée à travers ces accords de libre-échange parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur le CETA et le TAFTA, mais il y a tous ceux qui sont en préparation ou qui sont en cours de signature. Il y en a un qui est en cours de signature avec Singapour, qui fait l'objet d'une pétition auprès des instances communautaires, mais il y en a d'autres qui sont également en discussion avec le Mercosur, avec un certain nombre d'autres pays, avec la Tunisie, avec le Maroc, etc. Donc, c'est un ensemble qui risque de nous enfermer dans une série de règles qui seront très difficiles à contester par la suite parce qu'on nous dira oui, mais c'est contraire à tel ou tel accord et donc on ne peut pas faire autrement. Voilà. Deuxième élément, les normes comptables. Les normes comptables, c'est pareil. Les normes comptables du privé qui aujourd'hui mettent les entreprises sous les, comment dire, sous les
des aléas et de la bourse, puisque la valorisation d'une entreprise est liée à son cours de bourse aujourd'hui, ont été élaborés au niveau international par un organisme qui est composé uniquement des banques et du système bancaire et financier, le Financial Stability Board, ainsi que le comité de Bâle, qui s'appelle comité de Bâle parce que justement il est basé à Bâle, et c'est un consortium des grandes banques mondiales qui définissent entre elles la réglementation prudentielle à laquelle ils sont soumis. Voilà. Et par exemple, au moment de la crise 2008, il y a eu un comité qui s'est penché sur les conditions, effectivement, notamment de fonds propres que devaient avoir les banques, a exigé une augmentation de ces fonds propres. Et aujourd'hui, alors que ce sont les banques elles-mêmes qui avaient décidé de cette disposition-là, les banques ne veulent pas appliquer ce qu'on appelle BAL 3. Donc, parce que là aussi, il y a eu plusieurs temps dans l'élaboration de ces normes. Et les normes dites comptables IFRS, donc International Financial Reporting Standard, qui sont des normes comptables du privé, ont été élaborées par ces grandes multinationales. Et ce sont ces normes-là qu'aujourd'hui, on veut imposer à la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, à travers la loi ESSOC, pas ESSOC, la loi qui est en cours de discussion là, au Parlement, la loi Pacte, la loi sur les entreprises. Et ce sont les normes comptables qui seront, par exemple, utilisées dans l'Agence des territoires dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est très, très loin d'être neutre et c'est extrêmement inquiétant parce que les gouvernements se sont mis entre les mains du système bancaire et du système financier complètement à travers cette normalisation. Voilà, dernier volet, c'est ce que j'ai appelé la dissolution de la fonction publique, c'est-à-dire la transformation de la fonction publique. Ce n'est pas seulement la révision du statut de la fonction publique, parce que cette transformation de la fonction publique est en train de se faire alors que le statut de la fonction publique existe toujours et que la loi n'a pas été modifiée, même si le gouvernement nous annonce une loi pour les semaines qui viennent sur la fonction publique. Et ça se fait par des dispositions réglementaires ou législatives à travers le budget, notamment la diminution du nombre de fonctionnaires à travers le budget, et des dispositions réglementaires comme la généralisation des contractuels à la place de fonctionnaires sous statut. Et de plus en plus, les administrations embauchent des contractuels sur des contrats de 2 fois 3 ans. Et en général, quand l'agent arrive à la fin de son deuxième contrat de 3 ans, on ne le lui renouvelle pas parce que si on le renouvelait, on serait obligé de le passer d'un contrat en durée indéterminée. Et justement, ce que veulent les gouvernements depuis une quinzaine d'années, c'est généraliser la précarité et la soumission des agents de la fonction publique, justement, en les rendant de plus en plus précaires. Alors, le gouvernement a annoncé le 29 octobre 2018 plusieurs mesures de ce type-là, donc généralisation des contrats à la place des fonctionnaires, des contrats de 5, 10, 15 ans, ce qui est illégal puisqu'il y a une directive européenne qui dit que des contrats à durée déterminée doivent être au maximum de 2 fois 3 ans. Donc, on ne voit pas comment on pourrait mettre dans la fonction publique des contrats de 5, 10, 15 ans, mais ça ne fait rien. On est là devant un gouvernement qui n'hésite devant rien quand il s'agit de précariser les salariés. Une rémunération au mérite avec de plus en plus de primes. Et ça passe par, depuis longtemps, le blocage
du point d'indice, la non-revalorisation des salaires et tout ça, et on rémunère ou on permet une promotion ou des développements de carrière à travers justement essentiellement des primes, de façon à avoir une rémunération de plus en plus au mérite en fonction de la façon de servir des gens. Et la façon de service des gens, c'est d'abord à partir du management et de la mise en œuvre du management privé dans la fonction publique qu'elle est regardée. Ce n'est pas en fonction des compétences réelles des agents. Donc, on a là, notamment avec la formation maintenant de plus en plus à travers des écoles de commerce, etc., la mise en place de management et de systèmes plus proches des écoles de commerce, y compris dans les écoles d'ingénieurs, etc., on a une forme de management privé qui est en train de se développer à grande vitesse dans la fonction publique, avec une perte de compétences, y compris sur les dispositions concernant le personnel, assez fortes dans toutes les administrations. Le gouvernement a annoncé une prime de départ de 24 mois pour les fonctionnaires qui voudraient partir de leur plein gré et quitter la fonction publique, mais ça existe depuis 10 ans. C'est Sarkozy qui l'avait mis en place en 2009 ou 2008, donc on ne voit pas bien quelle est la raison de cette annonce, sinon essayer de démontrer au public qu'il y a bien un plan complet de révision de ce qu'est la fonction publique et de remise en cause sur des avantages des fonctionnaires, alors qu'il n'y a pas de vrais avantages des fonctionnaires. Le statut de la fonction publique, comme je l'ai dit, protège aussi en priorité les citoyens par rapport au fonctionnement de l'administration. Et puis, bien entendu, le 100% numérique en 2022, avec tout ce que nous avons dit sur l'intelligence artificielle et l'exclusion d'une partie de la population par rapport à l'accès aux services publics. Voilà, et tout ça doit être concrétisé par un projet de loi sur le statut de la fonction publique que nous ne connaissons pas encore. Voilà, donc dernier point, c'est pour réaffirmer que le statut de la fonction publique protège certes les fonctionnaires, mais aussi les citoyens usagers, en leur assurant une égalité de traitement, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur niveau social, et que c'était un élément extrêmement fort dans les valeurs d'égalité de la République, auxquelles sont attachés la majorité des Français. On le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes et le soutien que reçoit ce mouvement-là dans la population française. Et il est aussi, le statut de la fonction publique, un des garants de l'intégrité des fonctionnaires et de la fonction publique en général. C'est donc un élément tout à fait essentiel pour de bonnes relations entre les associations et la puissance publique. Et on sait bien que les associations sont amenées à tous les niveaux, du niveau de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, comme de l'État, comme de l'Union européenne d'ailleurs, à avoir des relations avec la puissance publique et les fonctionnaires. Et il est quand même bien plus intéressant d'avoir des fonctionnaires compétents et intègre en face de soi pour discuter de la subvention, pour discuter de l'objet de l'association et de l'action que veut faire l'association, que des gens qui se basent uniquement sur des problèmes de management public et de diminution, soi-disant, de la dépense publique. Donc, la transformation de l'administration aura un impact, si jamais ça va au bout de ce que veut faire Emmanuel Macron, extrêmement fort pour les associations concrètement. Alors c'est difficile bien sûr aujourd'hui d'anticiper pour voir ce qui va se passer concrètement, mais c'est inévitablement une dégradation des relations entre la puissance publique à tous les niveaux et les associations qui risquent d'en découler. Et c'est pour ça qu'il est très important que les associations aient une bonne conscience de ce qu'est réellement CAP 2022 et se battent contre la mise en place de ce système qui va leur coûter très cher dans l'avenir. Ceci dit, comme chaque fois, l'histoire n'est jamais complètement écrite. Il y a des velléités politiques, il y a des dispositions qui sont prises, mais aussi il y a des résistances importantes du côté des syndicats et des agents de la fonction publique, puisque la concertation est soi-disant engagée entre les syndicats et le gouvernement sur la loi et la réforme de la fonction publique. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui pose très fort le problème des services publics,
C'est une des principales revendications et qui réclame des services publics de proximité partout sur le territoire. Il y a ce que nous pouvons faire en tant qu'association et notamment que collectif des associations citoyennes. Et ce vote binaire est un élément important, à notre avis, dans l'information des associations et donc dans leur capacité de réfléchir et de dire au gouvernement non, on ne peut pas partir sur des réformes de ce type-là parce que ça va considérablement détériorer les relations associations, administration, mais aussi détériorer le tissu du monde associatif dans notre pays. Et puis, il faut se battre pour le respect des droits associatifs et des droits collectifs pour les associations, mais aussi pour de nouveaux droits. Et là, je pense aux batailles qui sont menées sur les droits culturels, sur les droits environnementaux, sur les droits pour des lanceurs d'alerte. Et on voit bien qu'un certain nombre de lois, comme la loi sur le secret des affaires, sont plutôt contradictoires avec ces nouveaux droits. Donc, il y a des batailles extrêmement importantes à avoir et des batailles offensives, pas seulement des batailles défensives. Quand on se bat pour de nouveaux droits dans un certain nombre de secteurs, je crois que c'est la meilleure façon de résister et de poser les problèmes par rapport à ce que souhaite faire l'ensemble oligarchique des multinationales, des systèmes bancaires et des systèmes. Voilà. De combat. On va conclure là. C'est vrai que c'est toujours trop long, mais il y aura encore beaucoup à dire parce que les dispositions techniques cachent plein de choses. Et c'est ça la difficulté dans ce type de vote binaire et quand on traite un sujet aussi complexe et multiforme que CAP 2022. On vous remercie et à très bientôt sur la plénière ou en ligne. Voilà, au revoir. Au revoir. Fight!